L'aventure continue donc avec Get to Know Me. Bonjour et bienvenue à vous. Vous savez ce dont il est question. Aujourd'hui, nous rendons visite à un honorable, mais c'est encore une femme que vous allez découvrir. C'est l'honorable Traoré Adjaratou, épouse Koulibaly. Bonjour et bienvenue à vous, honorable. Bonjour, Kadri. Vous allez bien? Bien, merci. Alors, qui est Traoré Adjaratou, épouse Koulibaly? Je suis mariée, mère de 5 enfants, chef d'entreprise, députée à l'Assemblée nationale, membre du Parlement de la CEDEAO. Belle présentation. Et vos origines? Oh, ma mère est d'Odiéné, mon père de Korogo. Alors ça donne, au Djéné, on se dit, on a les Koyaka, les... Non, Odiénéka. Odiénéka. Et mon père est Sénoufo. D'accord. Bon mélange, hein, mais c'est à peu près pareil, c'est un tout petit peu les mêmes cultures. Oui, venant tous du Nord, c'est les mêmes cultures. Alors, quelle est la ville que vous avez visitée très souvent dans votre enfance? Korogo. Korogo. Et si on parlait un tout petit peu de Korogo? Oh, je pense que c'est une ville qui a marqué, bon, pas mon enfance, mais peut-être ma jeunesse, parce que j'ai été à Korogo après le CEP. Je suis allée en 6e, de la 6e à la terminale. J'étais au lycée Houphouët-Boigny de Korogo. Et c'est seulement après la terminale que j'ai quitté Korogo. Donc c'est une ville qui m'a marquée, qui m'a vu en quelque sorte grandir. Et c'est de là que j'ai même été initiée un peu en politique, parce que j'ai été membre du bureau du MESI en son temps. Oui. Voilà, donc j'étais trésorier au MESI. Et donc je pense que c'est de là que mon appétit un peu en politique a été attisé, quoi. Et vous avez de très beaux souvenirs avec Korogo? Oui, bien sûr, puisque je me suis mariée avec M. Koulibaly, qui est de Korogo. Donc, je vais dire que ma jeunesse, j'ai été rattrapée par ma jeunesse et puis un vœu quand même que mon père avait, parce qu'il voulait que toutes ses filles se marient à ses frères. Je vais dire au Sénoufo. Voilà. D'accord. Donc, voilà. Je peux dire que c'est la réalisation en même temps de son vœu. Et puis, moi, le retour, voilà, à la maison, si on peut dire comme ça. Tout à fait. Vous avez brillamment obtenu votre bac. Et ensuite, on sait que vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit, carrière entreprise. Vous avez énormément de diplômes. Oui, j'ai essayé. Si on en parlait un tout petit peu pour ceux qui ne savent pas. Oh oui, après mon bac, j'ai été orientée à l'université de Cocody. J'ai eu une licence en droit des entreprises. Et après la maîtrise, et vu la situation un peu difficile des parents, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Voilà, et j'ai été aidée par une dame dont je salue la mémoire ici, Mme Akangui, qui était maire à Port-Boué, où j'étais étudiante à la cité universitaire, logée à la cité universitaire de Port-Boué. Et j'ai fait la connaissance de cette dame-là, et compte tenu du fait qu'on était, j'étais aussi membre du bureau de la JPDCI avec mon président Kakabe, et j'ai milité au sein du PDCI, de la jeunesse du PDCI, et avec pour bien sûr mentor, marraine, Mme Akangui, Qui vous aimait bien. qui m'a beaucoup aidée en son temps. Et c'est grâce à elle que, après ma maîtrise en droit, c'est
c'est grâce à elle que je suis allée aux États-Unis. Et vous avez obtenu d'autres diplômes aux États-Unis? Oui, bien sûr, j'ai fait le master et puis en marketing parce que j'ai carrément changé de filière compte tenu de la difficulté dans la continuation du droit aux États-Unis. Et donc, j'ai carrément changé d'option et je fais un master en business administration et puis en marketing. Et communication commerciale. Et en marketing et communication commerciale. Vous êtes une femme d'affaires redoutable, hein, donc vous savez, vous maîtrisez parfaitement votre élément. En plus de la politique. En tout cas, j'aime les affaires parce que je suis née d'une mère commerçante. Mon père était boucher et c'est vraiment par le commerce à travers le commerce que nous avons pu obtenir ce que nous sommes aujourd'hui, parce que c'est le fruit du commerce de nos parents qui nous a accompagnés pratiquement pour les études, et ainsi de suite. Donc, je suis née, je peux même dire commerçante, et puis j'ai vraiment la fibre en moi. Voilà. J'aime beaucoup les affaires et je me sens très épanouie en relevant les défis en affaires. Tout à fait. Vous avez une vie sociale aussi très mouvementée parce que vous aidez énormément les femmes. On peut dire de vous que vous êtes un coach en matière d'émancipation de la femme. Oui, bon, on peut dire, comme vous venez de le dire, mais bon, je pense que pour moi c'est naturel. Hein. C'est naturel vu ma vie. Voilà. Je vous disais tout à l'heure que ma mère étant analphabète et à travers le commerce a pu, je peux dire, accompagner tous ses enfants. Tout à fait. Voilà, tous ses enfants à aller à l'école, à scolariser ses enfants et les accompagner pour finir correctement les études, même si malheureusement elle n'a pas une longue vie, Dieu en a voulu ainsi, mais de son vivant, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et donc je me suis dit qu'il est possible pour des femmes qui n'ont pas eu la chance d'être scolarisées, d'aller à l'école, de se battre à travers leurs activités pour subvenir aux besoins de leurs enfants, les éduquer, les scolariser et les accompagner tant bien que mal pour que ces enfants puissent réussir ou se faire une place dans la société. Et je suis vraiment l'exemple typique d'une famille modeste qui étant analphabète, mais qui ont su accompagner leurs enfants de leur vivant. À se faire une place au soleil. À se faire une place au soleil. Alors, beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations, vous aidez énormément les femmes. Et quand on dira tout des mains, vous les aidez à asseoir, je veux dire, des projets, vous les aidez à développer leur mini-entreprise qui commence à devenir de véritables entreprises, hein, sans rien attendre en retour. Oui, bien sûr, parce que, en fait, je suis convaincue et je reste convaincue du fait que c'est la motivation, l'engagement, à travers ces valeurs-là qu'on peut relever beaucoup de défis et on peut se faire une place au soleil. Et donc, j'ai décidé d'accompagner ces femmes-là à travers mon ONG Adjara Tout des Mains, à travers aussi des associations que nous avons mises en place et aider ces femmes à être autonomes, leur donner des petits moyens et à travers ces actions, elles arrivent aujourd'hui à s'occuper de leurs enfants, elles arrivent à se faire une place, je veux dire, dans la société,
à participer aussi au développement de leur cité. Et c'est très important qu'elles soient indépendantes, qu'elles soient autonomes, poursuivre leurs enfants d'abord et puis accompagner la famille. Voilà, donc je pense que c'est une passion pour moi de voir ces femmes-là, de partir de rien et être aujourd'hui de grandes commerçantes. Et donc à l'image un peu de ma mère. Alors, vous êtes aux États-Unis, vous faites vos études, et à quel moment vous vous dites « je dois m'impliquer dans la vie politique de mon pays » ? À quel moment la politique, c'est vrai, vous avez dit dans votre jeunesse, vous avez été membre de certaines associations et vous avez fait votre part, mais à quel moment ce sentiment-là s'éveille véritablement ? Je pense que quand j'étais aux États-Unis, je n'ai vraiment pas pensé à revenir en politique parce que vu la difficulté de vie qu'il y a là-bas, il fallait travailler, poursuivre en même temps ses études. Donc, ce n'était pas évident de pouvoir militer par ailleurs. Et le travail, vous connaissez un peu l'aventure. Hein? Voilà, on va à l'école le jour et puis le soir, on descend, on va travailler. Je fais du taxi aux États-Unis, des fast-food et tout ça pour pouvoir payer mes études. Et donc, après avoir eu quand même ce que je recherchais, parce que pour moi, il n'était pas question de rester aux États-Unis, et j'ai décidé de revenir. J'ai eu une proposition de poste, et donc j'ai décidé de rentrer. Et c'est vraiment après que voilà, Dieu a voulu que je revienne en politique. Et comme on le dit, bon, tu as beau chasser le naturel, il revient au galop. Donc j'ai commencé depuis le lycée. À la fac, j'ai beaucoup milité dans beaucoup de mouvements estudiantins. Et puis, bon, voilà, et je reviens maintenant en politique. Est-ce facile pour une femme de faire la politique en Côte d'Ivoire? Oh, moi, je pense que rien n'est facile. Rien n'est facile, ce n'est pas seulement en politique qu'il y a des difficultés, c'est partout, dans tous les domaines qu'il y a des difficultés. Même des activités simples qu'on entreprend, tant que tu as un objectif, ça devient toujours difficile. Il y a des obstacles qu'il faut surmonter, il y a des défis qu'il faut relever. Et donc, c'est la politique, il faut voir la politique aussi comme l'un de ces domaines-là. Hein. Voilà, donc c'est difficile comme tous les autres domaines, mais il faut vouloir, il faut vraiment s'engager et puis avoir la motivation de faire la politique parce que c'est pas facile, comme je le disais, mais bon, pas forcément pour les femmes, mais pour tout le monde, même les hommes qui sont en politique, c'est pas facile. Mais bon, il ne faut pas que nous aussi, en tant que femmes, nous prenons bien, considérons vulnérables pour que, bon, on puisse s'auto-censurer, quoi. Voilà, je me dis que c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Si nous y sommes, c'est que les autres femmes aussi peuvent venir, peuvent le faire. Voilà, les difficultés, on les surmonte et puis en politique, on te donne des coups, il faut savoir aussi en donner. Donc nous recevons des coups en tant qu'acteurs politiques, donc que ce soit femme ou homme, tu reçois des coups et puis toi aussi, tu t'apprêtes aussi à en donner. Donc voilà un peu ce que je peux dire à ce niveau. Alors, justement, on se dit, beaucoup se posent la question parce que peut-être par manque de motivation ou par méconnaissance de savoir exactement ce que c'est que le rôle d'un député. Un député de la nation, que fait-il exactement? Je pense qu'avec toutes nos séances qui passent à la télé, les gens, la population a plus ou moins une idée du rôle du député. Mais bon, le rôle du député,
je pourrais dire, consiste d'abord à voter, ça c'est ce que tout le monde sait, voter les lois. Oui. Voilà. Mais le député aussi peut jouer le rôle d'intermédiation entre la population et l'administration. Le député, en plus de la votation des lois, peut faire des propositions de loi. Voilà, parce que les lois que nous votons sont des projets de loi qui viennent du gouvernement. Et les députés ont aussi la capacité de faire des propositions de loi dans des domaines, n'importe quel domaine, selon son inspiration ou sa vision. Le député peut faire des propositions de loi, même si c'est rare en Côte d'Ivoire d'en faire, vu les mesures d'accompagnement qui ne sont pas souvent évidentes. Mais je pense que c'est un rôle important pour le député. Donc voilà, en gros, voilà ce que... Est-ce que vous avez déjà fait des propositions de loi ou une proposition de loi? Oui, j'ai fait des propositions et il y a une qui a un peu marqué l'opinion nationale, qui est la proposition de loi portant sur l'amélioration des conditions de vie du personnel domestique. Tout à fait. Voilà, et qui a été adoptée, examinée en commission, et puis qui a été retirée, que j'ai décidé de retirer pour l'améliorer. D'accord. Donc on s'attend bientôt à une autre proposition. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Les choses évoluent. Oui, les choses évoluent. Voilà, il y a beaucoup plus de préoccupations dans plusieurs autres domaines. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors vous êtes parlementaire CEDEAO. Oui. Vous y siégez. Oui. Parlons-en un tout petit peu. En fait, le Parlement de la CEDEAO est composé de 115 ou 118 députés venant des 15 pays de la CEDEAO, que constitue la CEDEAO. Donc, en fait, ce qui se passe, chaque pays est représenté par une délégation de députés. Et les députés sont cooptés par leurs différentes assemblées nationales, voilà, et vont représenter les pays au sein du Parlement. Donc, ça se passe un peu comme au plan local, au plan national. Nous avons des sessions ordinaires, nous avons des sessions extraordinaires, nous avons beaucoup de missions dans les différents pays de la communauté et nous débattons de tous les sujets qui touchent à la vie de la communauté. Parce que le Parlement de la CEDEAO repose beaucoup sur la libre circulation des biens et des personnes au sein de la communauté. Voilà, donc c'est essentiellement ça. Ça fait longtemps que vous y êtes? Oui, je suis, je pourrais dire, à ma deuxième législature. Voilà, je viens de finir ma deuxième législature et j'y vais pour la troisième législature. Dans ce monde politique, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie de baisser les bras, où vous vous êtes dit c'est bon, je laisse tout parce qu'ils ne comprennent rien, on fait des sacrifices pour sa famille, on abandonne ses enfants, on laisse son mari, on se lance dans un monde qui n'est pas du tout évident. Bon, moi c'est bon, je n'en peux plus. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, ça arrive, mais bon, je vais dire que quand ça arrive, tu trouves encore la motivation interne, intérieure pour rebondir de plus belle. Mais sinon, c'est comme toute autre activité. Hein. Oui. Moi, je disais tantôt que je fais les affaires, mais même en affaires, il y a des affaires ratées, il y a des affaires où on investit beaucoup d'argent et qu'on n'atteigne pas l'objectif voulu. Il y a des personnes, je dirais pas de mauvaises personnes qui vous gougent en affaires. Et donc, c'est pareil. Et il peut y avoir des moments où vraiment tu as envie de tout laisser. Et puis, mais bon,
il y a la motivation et puis il y a surtout l'engagement et puis le fait de vouloir se mettre à la disposition de la population et de se sentir utile pour la population, pour les uns et les autres. Et donc, il y a tout ça qui viennent vous booster à continuer. Et donc, face à cela, bon, le découragement n'a plus de place. Voilà, et juste minimiser, voilà un peu. Alors, est-ce qu'on peut avoir un exemple de ces moments, quand vous vous rappelez de ces moments, vous vous dites non, par rapport à ça, moi je continue? Oh oui, il y a eu des moments, vous savez, l'adversité en politique n'est pas facile. Hein. Oui. Voilà, elle est rude, je dirais. Mais bon, souvent, il y a des situations où, bon, il y a beaucoup de menaces. Il y a beaucoup de menaces. Et puis, bon, tu peux souvent avoir même peur de dire, ah mais bon, est-ce que si je continue, je ne vais pas être victime de telle ou telle situation. Et puis, bon, après, tu te dis, mais bon, qu'est-ce que ça ferait? Je ne suis pas la seule. Voilà, donc si je suis victime, tant que je vis, je vais me relever et puis continuer. Donc, il faut pouvoir braver toutes ces menaces et puis se mettre au-dessus et donc faire comprendre à l'adversaire que je ne peux pas céder. Je ne céderai pas aux menaces. Et donc, je pense qu'après, au fil du temps, il finit par comprendre. Alors, où trouvez-vous, c'est vrai, quand on vous entend, on sait que vous avez une âme de combattante, mais où trouvez-vous, où puisez-vous cette énergie pour gérer votre vie de famille, votre vie de femme entrepreneur, femme d'affaires et votre vie politique? Je pense qu'il faut pouvoir être équilibré. Oui. Donc, il faut pouvoir être en même temps une bonne femme pour ton époux, une bonne mère pour tes enfants et puis une bonne politicienne pour ta population. Et donc, ce n'est pas évident de pouvoir gérer toute cette situation en même temps, mais c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation. Il faut savoir faire la part des choses. Quand on est à la maison, on est à la maison. On parle plus de politique. Quand, bon, on peut en parler, mais tu dois te dire qu'en tant que femme, maintenant, c'est le rôle de la femme au foyer qu'il faut que tu joues. Oui. Il faut s'occuper de son homme. Donc, tu te donnes le temps de t'occuper de ton homme. Et après, les enfants, tu accordes le temps à tes enfants. Et nous, on sort beaucoup, on se donne beaucoup de week-ends avec les enfants, avoir un peu de temps avec les enfants et puis insister pour que le mari sente ta présence parce qu'en fait, c'est très important. Voilà. Et puis, quand tu es sur le terrain politique, tu es sur le terrain politique. Mais la politique ne peut pas te submerger au point où tu abandonnes soit ton mari ou les enfants. Ou les activités professionnelles. Oui, ou bien les activités professionnelles. Donc, je pense que c'est une question d'organisation. Quand on est bien organisé, on sait ce qu'on fait et à quel moment on fait ce qu'on a à faire. Est-ce que vous pensez que depuis l'époque, beaucoup de choses ont changé en tant que femme, sur le plan intellectuel, sur le plan même comportemental de la femme aujourd'hui? Est-ce qu'on a avancé? Ou lorsqu'on regarde les jeunes filles aujourd'hui ivoiriennes qui, bon, quelques-unes, hein, qui n'ont pas envie véritablement de faire quelque chose qui s'adonne à cette facilité-là, est-ce qu'on se dit qu'on a évolué ou qu'on regresse? Oh, mais je pense que les lignes ont beaucoup bougé. Je pense que beaucoup de choses ont évolué dans ce sens-là. Parce que les femmes, les jeunes filles commencent à comprendre qu'il faut qu'on puisse jouer notre rôle et qu'on puisse avoir notre place dans la nation. Et puis, c'est pas, on pense peut-être que cette vie
par ailleurs, est facile. Mais c'est aussi difficile. C'est même peut-être même plus difficile que de chercher à avoir une activité. D'abord, quand tu réussis à l'école, avoir ses diplômes, chercher à s'intégrer professionnellement, jouer son rôle, prendre sa part dans le développement de son pays et puis se valoriser, parce que c'est ce qui te valorise plus. C'est pas par le physique qu'on peut définir la valeur d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, mais la beauté étant subjective, mais tout le monde se sent beau. Voilà, donc moi, en tant que femme, quel que soit ce que mon physique serait, je pense que ce qui me valorise, c'est quand même mon entre-gens. Voilà, ce que je vaux. Tout à fait. Voilà. Et c'est ça qu'il nous faut, ces potentialités vont nous permettre de faire face soit au monde professionnel comme politique. Donc, encourager les femmes, les jeunes filles et les mères aussi à scolariser leurs enfants. Et puis, si ça a été possible pour nous, pour moi, je dirais, mais ça peut être possible pour tout le monde. Parce que venant de Koumassi Sojefia, de mère vendeuse de Niamankoudji et de père boucher, bon, imaginez-vous comment le niveau de vie. Voilà, nous n'avons pas forcément eu les mesures d'accompagnement comme d'autres, voilà, dont les parents étaient nantis ou étaient à un certain niveau de vie. Voilà. Et donc, si ça a été possible pour nous, ça peut être possible pour beaucoup d'autres personnes. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse féminine, encore une fois, à ces jeunes? On n'oublie pas, on ne va pas parler seulement que des femmes, de ces jeunes, de ces hommes, et surtout à la population ivoirienne, parce que nous sommes en 2020. On entend plein de choses, on se dit plein de choses. Vous, que diriez-vous justement à la population ivoirienne? Parce que avant même de m'adresser à la population ivoirienne, et je voudrais peut-être dire un mot aux jeunes filles, mais il faut que nous acceptions de prendre notre part dans le développement. Il faut que nous acceptions d'apprendre, d'avoir des diplômes et de pouvoir nous engager dans tous les domaines, que ce soit social, politique, quel que soit ce que ça pourrait être, sans, comme diraient les Américains, sans background, on ne peut rien. Donc il faudrait que nous-mêmes, nous puissions nous faire confiance. Confiance, il faut que la jeunesse se fasse confiance, surtout les jeunes filles, que nous puissions nous faire confiance. Et donc, à travers, je veux dire, à travers ça, nous pourrons aller dans n'importe quel domaine. Donc c'est ce que je peux dire aux jeunes filles. Et puis à la population, il ne faut pas qu'on se fasse peur. Je ne crois pas que la population ivoirienne voudrait revivre ce que nous avons vécu en 2010. Tout à fait. Voilà, c'était difficile pour tout le monde. Et si Dieu nous a permis de sortir de là, je pense que quelles que soient nos positions, quelles que soient nos différences religieuses, politiques, quelles que soient nos différences de vision et tout ça, nous pouvons quand même trouver un moyen de nous entendre sur l'essentiel pour ne pas aller à des situations extrêmes, des situations, aller à des situations dont la maîtrise serait difficile après pour tous. Donc, je pense, et pour ma part, le président de la République, il travaille et il faut lui faire confiance. Et je pense que la paix qui prévaut actuellement vraiment va continuer et nous aurons des élections apaisées, sécurisées, voilà,
pour le bien de tous les Ivoiriens. Alors, là, nous avons une photo de vous, une superbe photo. Voilà. Vous étiez très jeune. Alors, qu'est-ce qu'elle vous rappelle, cette photo? Ah oui. Mon enfance, Oui. la naïveté. Vous pouvez voir même à travers mon sourire, mon regard. C'était la petite fille naïve, innocente, jeune. Oui, de la Sojefia, je dirais, Oui. le quartier qui m'a vu naître. Et puis, ça me rappelle l'école primaire, le PP Lagune, à la Sojefia. Mais vraiment, l'innocence, quoi. Et quand vous regardez cette photo, vous pensez beaucoup à votre maman? Oui, oui. Oui, beaucoup à ma mère, parce que si j'ai bonne souvenance, je pense qu'on a pris cette photo à un mariage, au mariage de ma tante à Boaké. Et j'étais l'accompagnatrice de la mariée. Chez nous, en malinké, on dit Konyouruni, c'est-à-dire la petite qui accompagne, qui est au bon soin de la mariée et tout ça. Et j'étais allée avec ma mère. Et je pense que c'est en ce moment-là, cette période-là, qu'on a pu... Elles m'ont envoyé, je pense, dans un... en son temps, c'était les Nigériens, voilà, qui prenaient les photos dans les quartiers. Et on était de passage, et puis on dit, ah, mais pourquoi on ne prendrait pas une photo? Et puis, bon, Adjaratou vient ici, et elles m'ont amené à sourire, malgré que je n'avais pas ma dentition clean. D'accord. Mes dents avaient été victimes de sucreries, Donc, voilà. Que de beaux souvenirs. Oui, que de beaux souvenirs. Que de beaux souvenirs. Mais bon. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien où nous avons permis aux uns aux autres de découvrir un tout petit peu qui est Madame Coulibaly, Adjaratou Traoré, l'honorable, une femme d'affaires, une femme qui fait la politique, députée, une femme entreprenante, une femme aussi qui aide véritablement les femmes à faire sortir le meilleur d'elles-mêmes. Alors nous allons donc vous donner le livre d'or où vous allez écrire quelques mots qui resteront à jamais, parce que nous espérons que dans 10 ans, dans 15 ans, nous pourrions simplement donner ce livre-là à d'autres générations qui auront l'occasion de lire vos écrits et qui présenteront ces écrits-là à d'autres générations de jeunes. Et cela, on espère que cela servira d'exemple, parce qu'on espère qu'un jour, surtout, les gens diront qui était, on va chercher qui était. Ah ça, c'était une femme qui a aidé d'autres femmes à devenir de véritables femmes. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois l'équipe de GTKM à mon domicile pour cette interview qui me permet de décrire mon parcours politique. Je voudrais retenir que les femmes ont toujours été, par leur motivation et engagement, les actrices de grands combats politiques en Côte d'Ivoire, dans un esprit de paix et de respect. Je reste donc convaincue que la participation massive des femmes en politique va féminiser le visage si dur des politiques. Nous vous disons merci. Moi qui vous remercie. Vous nous avez reçus chez vous, ce fut un plaisir. Et nous vous souhaitons que de belles choses. Merci. En avance, bon anniversaire. Merci. Nous ne sommes pas là. Merci beaucoup. Et puis,
Voilà, nous étions en présence de l'honorable Traoré Adjaratou, épouse Coulibaly. Nous espérons simplement que vous avez appris beaucoup de choses sur elle et que dorénavant, vous la verrez d'un autre œil. C'est aussi ça, Get to Know Me, permettre à ce que nous puissions découvrir autrement nos acteurs politiques. À bientôt.